Alors nous allons maintenant parler d'un effet qui affecte encore une fois la polarisation de la lumière. Il s'agit de l'effet Faraday. Or cet effet, on le doit à Michael Faraday, qui reste connu pour avoir montré la nature de la propagation de la lumière. Il a montré qu'on pouvait modifier la propagation de la lumière en appliquant un champ magnétique externe. Donc ça a bien confirmé qu'on était en présence d'une onde électromagnétique, donc il y avait bien deux types de composantes. Alors, cet effet Faraday, on peut l'avoir dans une substance transparente et isotrope, comme un morceau de verre, comme le flint, et a priori, si on est isotrope, si on est transparent, eh bien on ne devrait avoir aucun effet sur la polarisation. On ne devrait pas avoir de changement des propriétés d'une polarisation à travers la traversée de ce milieu qui est isotrope. Néanmoins, si on applique un champ externe, un champ magnétique externe, eh bien ce qu'on va observer, c'est une rotation de la polarisation. Donc ça, c'est un petit peu similaire au pouvoir rotatoire qu'on a décrit dans la vidéo précédente, sauf qu'ici, c'est directement relié à un champ magnétique externe. Et ce qu'on peut montrer, c'est que l'angle dont la polarisation rectiligne va tourner, cet angle bêta, est directement proportionnel à la valeur du champ magnétique. C'est également proportionnel à la longueur du morceau de verre qui a été utilisé, cette longueur D, et puis le facteur de proportionnalité, on va le noter V, et on va le nommer la constante de Verdet. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette constante de Verdet, elle dépend fortement de la longueur d'onde, et elle sera plus élevée pour les basses longueurs d'onde. Alors, on peut mettre en évidence cet effet expérimentalement. Il y a des travaux pratiques où on fait l'expérience et on voit par exemple sur cette expérience qu'on faisait à l'Université de Bourgogne, eh bien, deux bobines qui permettaient de créer le champ magnétique dans le morceau de verre qui est très traversé. Donc là, on crée une induction pour créer ce champ magnétique. Alors, cet effet Faraday, eh bien, il va avoir une application en optique. Il va permettre de créer un nouveau composant, l'isolateur optique. Alors, on va voir l'action de ce composant. On considère un faisceau à incident qu'on va polariser. Donc, on va mettre on va lui donner une direction verticale. Donc, si on le fait passer à travers un polariseur, lui aussi vertical, derrière, on retrouve exactement le même champ. On va ensuite mettre le rotateur de Faraday qui, lui, va faire tourner le champ, la direction de polarisation. Donc on va faire en sorte que on ait une rotation de 45 degrés. Et ce qu'on va placer ensuite, c'est un second polariseur qui est toujours dans la direction de polarisation qu'on a précédemment, donc à 45 degrés, et donc il laisse totalement passer la lumière dans cette direction. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si on a un faisceau, mais qui arrive de l'autre sens. Donc avec la même polarisation à 45 degrés, donc il va passer à travers le polariseur 2. Il arrive sur le rotateur de Faraday, et le rotateur de Faraday va le faire tourner de 45 degrés. Donc il va arriver à une rotation qui va être horizontale. Et cette rotation horizontale, eh bien, elle va être arrêtée par le polariseur 1. Du coup, on va rejeter ce faisceau et on ne va pas avoir de faisceau qui va revenir dans la direction du faisceau incident. On va comme ça pouvoir protéger, par exemple, le faisceau, le laser, d'une éventuelle réflexion parasite. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut protéger des sources de haute puissance contre les réflexions parasites, contre des retours qui pourraient être très fortement dommageables, qui pourraient perturber le fonctionnement de la source, voire même réellement l'endommager. Donc un élément extrêmement intéressant qui joue en fait le même rôle qu'une diode optique, c'est-à-dire ça va fixer
un sens de propagation pour la lumière. Alors, si on ouvre un petit peu une documentation technique, quand on va acheter ce type d'isolateur, eh bien, il faut bien choisir la longueur d'onde avec laquelle on va travailler, parce que ces composants sont optimisés pour travailler à certaines longueurs d'onde. Donc ici à 633 nanomètres, on voit qu'on a des performances optimales pour une petite bande de longueur d'onde, plus ou moins 10 nanomètres. On voit que parmi les autres composants, parmi les autres paramètres importants, il y a les paramètres en termes de puissance que peut supporter l'élément. Donc des puissances ici d'1 watt, ce qui commence déjà à être élevé. Et puis ce qu'on voit, c'est que cet élément, il a une flèche. Donc la flèche, ça va nous donner l'orientation suivant laquelle la lumière peut passer. Et puis cet élément, il est entouré par une boîte un peu carrée. Et c'est dans cette boîte qu'on va trouver l'aimant qui va créer le champ magnétique qui est nécessaire. Donc des fois on a des étudiants qui sont surpris de voir, hop là, les vis qui sont attirées par l'isolateur. Bah oui, c'est normal. À l'intérieur, on a un aimant, on a besoin d'un champ magnétique. Donc c'est tout à fait normal que ça attire les petits éléments métalliques qu'on met autour. Donc il ne faut pas oublier ce petit point, c'est un petit détail, mais ça peut avoir son importance quand on le manipule. On en a beaucoup dans les télécommunications de ces isolateurs optiques. Ça va permettre de protéger les diodes, et dans ce cas-là, c'est un composant beaucoup plus compact qui est totalement fibré.